Citoyennes, citoyens, bonjour. Aujourd'hui, on va plonger dans un des mystères les plus fascinants de la cosmologie avec une question en apparence étrange. Les trous noirs pourraient-ils être responsables de l'énergie noire ? On prendra ensuite des nouvelles des prochains tests du Starship par l'intermédiaire d'un représentant de la NASA. On verra que la Chine nous prépare une déferlante de fusées et que l'Europe a enfin choisi qui va s'occuper de sa méga constellation. Allez, générique. Bienvenue dans DNDE, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale tous les mardis à 18h. La physique moderne a permis de découvrir 4 interactions fondamentales dans la nature. 4 forces, comme on les appelle parfois, qui permettent d'organiser la matière de la plus petite des particules à la plus grande des galaxies. 3 de ces forces régissent le monde de l'infiniment petit. Il s'agit de l'interaction électromagnétique et des interactions nucléaires fortes et faibles. La 4e interaction, c'est la gravitation. C'est elle qui fait tomber des pommes sur la tête des physiciens et qui fait tourner les planètes autour de leur étoile. La gravitation est une force attractive, c'est-à-dire qu'elle rapproche les objets massifs entre eux. Quand on observe l'univers, on est cependant face à un problème. Sous l'influence de la gravitation, tous les objets devraient se rapprocher en continu les uns des autres, jusqu'à former, dans un futur lointain, un objet unique ultramassif. Le dernier siècle d'observation astronomique nous a appris que c'est tout l'inverse qui se passe. L'univers est en expansion, les galaxies s'éloignent les unes des autres. Pire encore, depuis un quart de siècle, on a remarqué que cette expansion est en train de s'accélérer. Il y a une force, une énergie inconnue, qui écartèle l'univers et qui est si puissante qu'à très grande échelle, elle prend le pas sur la gravité. Cette force, c'est l'énergie noire. Personne ne sait trop dire ce qu'elle est, si ce n'est qu'elle a une influence très profonde dans le cosmos. On estime qu'elle représente 70% de la densité énergétique de l'univers. C'est elle qui va décider de son destin ultime. Si un jour elle faiblit pour une raison ou pour une autre, elle pourrait laisser la gravité reprendre le dessus, auquel cas l'univers finirait bel et bien par se contracter. Si elle continue son œuvre, elle pourrait finir par écarteler jusqu'aux atomes qui constituent la matière. Il est donc primordial de comprendre l'énergie noire pour connaître l'histoire et le destin de l'univers. Mais revenons un instant à la gravité. Cette dernière rapproche, comme on le disait, tous les objets jusqu'à créer des amalgames ultramassifs. S'ils sont suffisamment massifs, ils peuvent s'effondrer sur eux-mêmes pour devenir des trous noirs. Des objets auxquels rien n'échappe, pas même la lumière. Énergie noire et trous noirs, à part la couleur qu'on a mis dans leur nom, tout semble les séparer. L'une cherche à écarteler l'univers et les autres veulent au contraire concentrer en un point unique toute la matière environnante. Et pourtant, depuis l'année dernière, des chercheurs sont en train de mettre à jour une drôle de corrélation, comme un lien étrange qui unirait ces deux phénomènes. En 2023, ils se sont ainsi rendus compte que l'histoire des trous noirs supermassifs semble suivre l'histoire de l'énergie noire. Lorsqu'on observe les trous noirs supermassifs dans l'univers ancien, ils semblent grandir trop vite. Leur prise de masse semble difficile à expliquer par fusion et accrétion. Ils n'avalent pas suffisamment de gaz et d'étoiles pour grandir aussi vite que ce qu'on observe. Leur croissance peut en revanche être expliquée beaucoup plus facilement si on y ajoute un nouveau mécanisme, le couplage cosmologique. Ce phénomène envisage que les trous noirs contiennent de l'énergie du vide et qu'ils sont branchés sur l'expansion de l'univers. Plus l'univers grandit et plus les trous noirs prennent de la masse. Ce ne seraient ainsi plus uniquement des objets distincts de l'univers, ils auraient une influence directe sur lui. Aux observations de 2023 viennent de s'ajouter de nouveaux indices. La semaine dernière, l'équipe qui a proposé le mécanisme est revenue à la charge avec une nouvelle étude. Ils ont comparé, grâce à des mesures sur des millions de galaxies,
l'histoire de l'expansion de l'univers avec l'histoire de l'expansion de très nombreux trous noirs. Et encore une fois, ils y retrouvent la corrélation. Lorsque dans l'histoire de l'univers, on observe une période d'expansion qui s'accélère, on observe également que les trous noirs deviennent plus gros et plus nombreux. L'avantage de leur solution, c'est qu'elle ne nécessite aucun ajout dans notre connaissance du cosmos. Pas besoin d'une cinquième interaction ou d'une nouvelle particule pour expliquer l'énergie noire. Cette dernière serait le produit des trous noirs, et ces derniers deviendraient en revanche encore plus étranges et fascinants. En plus de leur horizon inconnaissable, de leur singularité impossible, il faudrait leur ajouter la responsabilité d'un univers qui grandit. Pour confirmer cette hypothèse, il va falloir affiner au maximum la corrélation, déterminer époque par époque l'influence de l'énergie noire et la relier à des variations apparentes dans les populations de trous noirs. Cela pourrait cependant être fait relativement rapidement. De nombreux outils ont été déployés ces dernières années pour comprendre d'un peu plus près l'histoire de l'énergie noire, comme l'observatoire Euclide de l'ESA. On pourra peut-être ainsi trouver une réponse à l'un des plus grands mystères de la cosmologie moderne, sous l'horizon malheureusement inconnaissable des objets les plus étranges de l'univers. Ça devient une habitude, on va maintenant prendre des nouvelles du programme Starship de SpaceX. Le vaisseau géant de l'entreprise américaine continue son programme de développement, et cette fois, c'est la NASA qui nous donne des nouvelles. L'un des gestionnaires du programme HLS, le programme qui va exploiter le Starship pour en faire un atterrisseur lunaire, a accordé la semaine dernière une interview aux médias américains Spaceflight Now. On y apprend beaucoup sur la collaboration étroite entre l'agence spatiale américaine et SpaceX. C'est déjà l'occasion de poser quelques dates. Dans le calendrier de la NASA, le Starship doit démarrer une campagne d'essai de ravitaillement orbital en mars 2025. Dans 4 à 5 mois donc. Cela devrait donner lieu à de longs mois de préparation et le vol de démonstration n'aura lui probablement lieu qu'au cours de l'été. D'ici là, on aura d'autres tests de vol à suivre, potentiellement beaucoup. La NASA estime ainsi que SpaceX devrait atteindre une cadence d'un tir de Starship toutes les 2 semaines assez rapidement, et ce uniquement avec le site de Boca Chica. Cela correspond aux licences que SpaceX possède qui couvrent effectivement 25 vols par an. Il faudra alors ensuite attendre l'ouverture des pas de tir à Cap Canaveral pour accélérer, notamment car l'approvisionnement en ergol y est plus simple, ce qui est une vraie problématique quand on veut faire décoller fréquemment une fusée aussi massive. La NASA nous apprend également qu'elle collabore avec SpaceX sur la protection contre les micrométéorites et les débris orbitaux. L'agence a aidé SpaceX à tester les systèmes qui protégeront le Starship en orbite. Cette collaboration couvre aussi le développement de vannes et de systèmes cryogéniques. L'agence spatiale américaine a donc les mains dans les entrailles du Starship, même si elle communique au final assez peu sur cette implication étroite. Bien entendu, c'est le design du HLS, la version lunaire du Starship, qui intéresse l'agence. Elle est très impliquée sur cette partie et organise des rencontres entre des astronautes et des équipes de SpaceX tous les mois pour faire progresser le design. On apprend ainsi qu'il y a à Boca Chica des maquettes de l'intérieur du Starship, aménagées pour le voyage lunaire. C'est à ma connaissance la première confirmation que le travail sur l'aménagement du Starship a commencé. SpaceX aurait déjà des prototypes d'un cockpit, de dortoirs et d'un laboratoire. Malheureusement, je n'ai pas de photos à vous partager, mais on sait dorénavant que ça arrive. Il faut patiemment attendre que les acteurs concernés soient prêts à communiquer sur ce travail. Cela pourrait arriver rapidement, la NASA va donner une update sur le design ce mois-ci avant le design final qui sera arrêté l'année prochaine. On pourra alors commencer à visualiser l'appareil qui va ramener des Américains sur la Lune. Si en plus le test de ravitaillement est un succès, ça augurera du meilleur pour Artemis 3. Peut-être pas 2026, mais il reste possible de tenir la date de 2030 imposée par la Chine. Dans sa phase de préparation pour le retour sur la Lune, la NASA a également communiqué la semaine dernière une liste de 9 sites candidats pour l'atterrissage d'Artemis 3. La sélection avait démarré en 2022 avec 13 sites et on commence donc doucement à en écarter quelques-uns. L'agence spatiale américaine prend notamment en compte les capacités du Starship qui lui apparaissent de plus en plus précises. La priorité numéro 1 est ainsi un atterrissage le plus sûr possible puisque des vies humaines sont en jeu. Les objectifs scientifiques ne viennent qu'en seconde position.
Les conditions d'illumination et les possibilités de communication directe avec la Terre sont également des facteurs déterminants. Les 9 sites retenus sont ceux que vous voyez apparaître sur cette carte. Comme vous pouvez le voir, ils se situent tous dans le voisinage du pôle sud de notre satellite, le point marqué par une petite étoile verte. C'est en effet dans cette région, au fond de certains cratères, que la Lune semble abriter de grandes réserves de glace d'eau, lesquelles pourraient transformer notre satellite en une véritable station-service pour explorer le système solaire. Les sites d'atterrissage visés ne font pas tous la même taille. Tous semblent en revanche se concentrer sur des reliefs particuliers. Il faut être sur des hauteurs pour garantir un bon éclairage du soleil. Les missions Artemis vont en effet très certainement reposer sur l'utilisation de panneaux solaires. Il faut également être à proximité de cratères profonds pour aller voir d'un peu plus près cette fameuse glace. Et malgré ces deux impératifs, il faut trouver un sol suffisamment plat pour permettre un atterrissage sûr. On sait que le Starship est très haut et qu'il aura probablement un centre de gravité assez élevé. Pour lui garantir les meilleures conditions, il est donc nécessaire d'avoir un sol le plus plat possible. SpaceX va devoir démontrer qu'ils sont capables de faire atterrir leur vaisseau géant dans des conditions dégradées voire inconnues, d'abord sur Terre, puis un jour sur la Lune et sur Mars. Il reste incroyable de se dire qu'on pense dorénavant à ces étapes comme un futur quasi certain, plutôt que comme une fable de science-fiction. Le succès de SpaceX semble en tout cas inspirer des équipes de l'autre côté du Pacifique, puisque l'entreprise chinoise Cosmolip vient de présenter sa copie de Super Heavy. Il faut prendre copie ici au sens littéral puisque tout y est, jusqu'à une version réduite de Mekazia. Cosmolip souhaite en effet plutôt faire un lanceur de taille moyenne, qui sera capable de placer jusqu'à 10 tonnes en orbite. Les premiers vols sont prévus en 2025 ou 2026. Peut-être qu'ici Cosmolip copie également l'optimisme d'Elon Musk, mais passons. Ce qui est certain, c'est que toute une génération de lanceurs privés chinois de forte capacité va émerger dans ces années-là. On va voir arriver l'Hyperbola 3 d'iSpace avec ses 8 tonnes 5 de capacité, la Juche 3 de Landspace avec ses 21 tonnes de capacité, la Pallas One de Galactic Energy qui vise jusqu'à 5 tonnes, la Kinetica 2 de Calspace qui pourrait lancer 7 tonnes 8, la Tianlong 3 de Space Pioneer qui vise une quinzaine de tonnes, la XZY-1 de Space Epoch qui doit lancer autour de 7 tonnes, la Gravity 2 d'Orion Space qui doit pouvoir lancer jusqu'à 25 tonnes en orbite basse et 2-3 autres lanceurs un peu moins connus dans l'Ouest. Vous m'excuserez cet inventaire à la Prévert, mais il est nécessaire pour vous donner une ordre d'idée du raz-de-marée de lanceurs chinois qui se prépare. Personnellement, ça m'évoque l'offensive du pays sur les voitures électriques, avec des dizaines de marques qui débarquent tout d'un coup partout dans le monde. Exporter des lanceurs, c'est un peu plus difficile, mais je ne serais pas surpris qu'on finisse par trouver au milieu de tous ces noms, un acteur capable de faire à SpaceX autant de mal que BYD en a fait à Tesla. En Europe également, on reprend certaines des idées de SpaceX à plus petite échelle. La dernière en date, c'est Starlink. La méga constellation américaine continue de grossir, avec parfois jusqu'à 2 lancements par jour comme cela a été le cas le 30 octobre. Deux Falcon 9 décollant de Vandenberg et Cap Canaveral ont mis en orbite respectivement 20 et 23 satellites Starlink. Le service continue également de gagner des clients et promet de devenir ultra rentable pour SpaceX dans les années qui viennent. Du côté de l'Europe, on est surtout concerné par des problématiques de souveraineté. L'ambition n'est pas de proposer un concurrent direct à Starlink, mais plutôt de s'assurer qu'on ne devienne pas dépendant d'une nouvelle infrastructure américaine. À cette fin, le programme Iris Square a été lancé voilà quelques années. On n'en avait plus entendu parler depuis un bon bout de temps, mais voilà qu'une grosse nouvelle vient de tomber. La Commission européenne a enfin choisi qui va construire la constellation. Il s'agit du consortium SpaceRISE. Il comprend 3 opérateurs de satellites, SES, Eutelsat et Hispasat, et quasiment toutes les grandes entreprises historiques du secteur. Thales Alenia Space, Airbus Defence and Space, OHB, Telespazio, Deutsche Telekom, Orange et d'autres. Pas d'autres acteurs du New Space dans la liste, ce qui est un peu dommage. L'Europe avait là l'occasion de donner du grain à moudre à ses jeunes pousses. Bon, on se rappelle également avec les licenciements annoncés d'Airbus Defence and Space que même les primes sont dans le dur. C'est donc eux qui bénéficieront de ce nouveau contrat public. C'est également l'occasion de découvrir d'un peu plus près cette nouvelle constellation. Elle comprendra un peu moins de 300 satellites. On est donc sur un projet bien moins ambitieux que ce que cherche à mettre en place SpaceX. Ce qui est en revanche intéressant, c'est la multitude des orbites visées.
Le plus gros de la constellation prendra place en orbite basse, ce qui garantira une couverture mondiale et des temps d'accès aussi courts que possible. Il y aura également une couche en orbite moyenne avec des temps d'accès plus longs et quelques satellites en orbite géostationnaire, qui garantiront la continuité du service sur certaines zones géographiques. C'est ici une différence frappante avec Starlink qui vient apporter beaucoup plus de résilience au système européen. Si un adversaire souhaite se débarrasser complètement d'IRIS², il devra mettre au point une attaque multicouche extrêmement complexe. Idem en cas de syndrome de Kessler, l'ensemble de la constellation ne sera pas affecté. IRIS² doit offrir des services gouvernementaux et commerciaux à partir de 2030. On va attendre de voir plus de détails émerger et on surveillera de près les contrats de lancement associés. Et nous voici arrivés au bout de cet épisode de Dernières Nouvelles des Étoiles. L'émission continue en live jeudi à 10h avec Maxime. N'hésitez pas à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. Nous y répondrons dans une prochaine vidéo. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous jeudi pour un nouveau dossier de l'espace. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.